On va démarrer. Vous m'entendez bien? Merci. Donc, je m'appelle Eric Kipnis, je travaille en réanimation chirurgicale ici au CHRU de Lille et dans le laboratoire de recherche sur les interactions hôtes pathogènes, notamment Pseudomonas, ici aussi à la faculté, dans ce bâtiment. Et j'ai le plaisir donc de partager avec vous aujourd'hui un peu des informations, démarches sur les nouvelles alternatives dans la prise en charge des BMR. Alors, ce n'est pas toutes les BMR, et évidemment, ce n'est pas toutes les alternatives, un peu les nouvelles molécules, pas simplement celles de l'organisateur. Et je remercie donc encore une fois le laboratoire MSD pour organiser finalement ce symposium avec un lunchbox à la fin que vous pourrez prendre avant d'aller le déguster dans l'atrium. Voici mes déclarations d'intérêt. Et vous pouvez tous les trouver sur transparencesanté.gouv.fr ou jusqu'au dernier croissant mangé lors d'une réunion avec laboratoire. Et vous aussi d'ailleurs, au croissant près, on peut vous trouver sur transparence.santé.gouv.fr. Donc rien à cacher. On va commencer. C'est simplement des vignettes illustratives, hein. Pas non plus faire des cas cliniques. Donc un patient de 65 ans, hypertendu, diabétique, tabagique, obèse, avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui a été opéré d'une colectomie gauche pour un cancer. Vu le terrain, il y a un échec d'extubation précoce aux soins intensifs post-opératoires. Et ce patient est transféré en réanimation au 3e jour post-opératoire, fébrile, avec des aspirations purulentes, légèrement tachycarde, avec une PAM à 78 mm de mercure, un rapport P sur F à 300. En gros, il a un gaz à 120 de PaO2 avec une FiO2 à 40. Et la radiographie, là. Même avec des images, on va dire, un peu passées et transparentes avec le barcode de la salle. Il n'y a pas trop de doute? Si? Non. Je pense qu'on a le droit d'appeler ça une pneumonie. Si vous avez un doute, vous pouvez venir demain matin à la séance ventilation, où il y a un rappel sur les RFE pneumonie en réanimation. Hein. Quelle antibiothérapie? Si quelqu'un veut bien se mouiller, ou alors vous avez déjà trop faim et vous êtes trop fatigué. Non? Il n'y a pas de réponse exacte, inexacte. Qu'est-ce que vous feriez? Personne ne veut se lancer? Même pas dans les internes? Il faut parler fort, hein, parce que moi je suis loin. Des idées? Bonjour. Non? Bon. Alors, simplement, petite indication par rapport à la temporalité des événements et les pathogènes en cause. Classiquement, avec pas beaucoup d'études finalement, mais classiquement, on distingue les pneumonies précoces et les pneumonies tardives, donc dans les nosocomiales acquises à l'hôpital ou pneumonies acquises sous ventilation. Précoce et tardive, tantôt la limite est posée au 5e jour, tantôt au 7e jour, il n'y a pas d'absolue vérité. Et le message, c'est que plus les pneumonies sont tardives, évidemment, plus on est à risque d'avoir affaire avec une pneumonie hospitalière ou acquise sous ventilation mécanique avec des pathogènes à problème, résistants, notamment Pseudomonas ici dans cette étude-là, et plutôt le marqueur d'une pneumonie tardive. Et l'enjeu, pourquoi c'est important de raisonner un peu sur l'écologie qu'on va avoir? Parce que l'enjeu, évidemment, c'est d'éviter d'être en inadéquation entre l'antibiothérapie probabiliste initiée et le pathogène en cause. Et c'est quelque chose qui est vrai même pour les pneumopathies. Ça, c'est l'étude de Kumar qui nous a valu l'augmentation de mortalité quasi exponentielle avec chaque heure de retard d'antibiothérapie. Et quand il analyse ces données, même pour les pneumopathies, quand on a une inadéquation, donc inappropriée versus appropriée, entre l'antibiothérapie probabiliste et le pathogène en cause, là, ça c'est une échelle logarithmique, et donc on peut avoir des mortalités multipliées jusqu'à x10. Donc ne pas se tromper dans le pari initial, c'est ça l'enjeu. Et par contre, ne faites jamais dire ce que je n'ai pas dit. Cet enjeu, il concerne les infections graves. Dans des réanalyses de la grosse cohorte rétrospective immense de cinquantaines de milliers
de patients aux États-Unis, la même équipe, ont bien montré que si on faisait une monothérapie, donc un spectre plutôt étroit, même avec une bêta-lactamine à large spectre, et qu'on était dans des infections à haute mortalité, donc des patients graves, c'est là éventuellement qu'on avait des problèmes si on était en monothérapie versus association. Donc l'association, élargir le spectre, essayer de à tout prix ne pas se tromper sur l'adéquation d'antibiothérapie, c'est le domaine des infections graves. Pour les infections pas graves, à faible mortalité, là, on est plutôt en faveur de la monothérapie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à utiliser plusieurs antibiotiques, notamment avec des effets secondaires, le bénéfice n'est apparent que quand cette association a élargi le spectre pour ne pas rater des pathogènes dans une infection grave. Et sinon, on paye le prix des effets secondaires de plusieurs antibiotiques chez des patients qui, par ailleurs, ne sont pas graves et n'ont pas besoin de plusieurs antibiotiques. Donc du coup, juste un petit aperçu de certains aspects des RFE. Là, il s'agit d'un patient pas grave, il n'y a aucun critère de gravité chez ce patient. C'est une pneumonie acquise à l'hôpital et hospitalisée en réanimation et précoce, moins de 5 jours, sans aucun facteur autre de BMR, ça on verra. Et donc dans ces RFE, par exemple, là on peut aller, moi j'aurais une petite préférence pour C3G, avec la diffusion tissulaire pulmonaire, C3G type céphotaxime, monothérapie, patient qui n'est pas grave, pas de critères autres qui ferait changer d'avis. Je prends le même, et par contre, tachycarde, PAM à 70 chez un hypertendu et 70 obtenu avec 2 mg de noradrénaline. On vient de raisonner sur cette problématique de gravité et de ne pas avoir le droit finalement de rater notre coup. Et donc, quelle serait l'antibiothérapie là? Est-ce qu'on va rester en céphotaxime? Alors là, c'est facile, on avait mis l'étude de Kumar. Là, c'est théoriquement une indication d'association pour diminuer la probabilité d'inadéquation. Et si on prend les RFE, on peut simplement rester en céphotax, si on veut, et y associer, élargir le spectre et surtout élargir l'efficacité avec 2 antibiotiques en associant par exemple un aminoside ou une fluoroquinolone. Et pas de nécessité ici, on l'a vu avec la temporalité, Pseudomonas c'est quelque chose qui a plus de risque d'arriver plus tard dans des pneumonies plus tardives ou plus à risque, et donc pas besoin obligatoirement de tenir compte du Pseudomonas. Ça peut être sujet à débat. On a dit qu'il était grave. Les Pseudomonas ne sont pas inexistants dans les précoces, ils sont juste plus rares. En revanche, ils ont peut-être plus de chances d'être encore sensibles. Ça peut être débattu, ça c'est pas des vérités, ça c'est la RFE, et la RFE a décidé d'être, si je peux me permettre, assez couillue. C'est-à-dire de ne pas pousser à l'hypercouverture de Pseudomonas dans une pneumonie précoce, même si grave, mais en l'absence de facteurs de risque de BMR. Je prends le même, enfin un peu différent, toujours, pas de raison de faire changer la radio. Alors là, ce patient-là a eu des cures de C3G il y a 2 mois pour sigmoïdite diverticulaire, avant sa colectomie. Et là, il est transféré en réanimation à 7 jours post-op, et par contre, il est de nouveau dans un cas de figure plus stable. Est-ce qu'on va tenir compte des BMR? Est-ce qu'on va tenir compte de PIO? Oui. C'est un peu la corollaire de ce qu'on vient de dire avant, il n'y a pas spécialement de piège. Alors là, c'est un peu nécessaire d'aller parler un peu des contextes épidémiologiques actuels. Donc si on parle d'infection en réanimation, en y incluant pneumonie, moi j'ai choisi la pneumonie aujourd'hui pour dérouler le fil, parce que infection urinaire c'est déjà un peu trop cadré par une recommandation qui prône très rapidement les PNM, donc c'est un cadre un peu à part. Et donc si on prend l'épidémiologie des infections en réanimation, ça c'est l'étude EPIC 2, c'est la plus grosse étude d'épidémio des infections en réanimation, qui a été lancée par Jean-Louis Vincent. Et on voit que le problème en réanimation, c'est clairement les BGN.
les BGN avec Pseudomonas à 19% à lui tout seul. Quand on cumule les entérobactéries, coli, Klebsiella, entérobactères, là on est à 44% cumulés, avec chacun qui a une incidence assez conséquente en elle-même, et dont 1,8 de ces entérobactéries, 1,8% qui sont BLSE. Donc on sent poindre le problème dont on va parler. Et quand on regarde l'évolution, ça c'est en France, hein, ça c'est l'Observatoire national de l'évolution des résistances bactériennes, l'ONERBA. Quand on regarde ces entérobactéries qui visiblement on ne peut pas faire l'impasse dessus, on a une majorité de coli, puis Klebsiella, puis Enterobacter cloacae. Est-ce que c'est réellement ça dans un exemple d'infection, l'exemple sur lequel on est, dans les pneumonies nosocomiales en réanimation? Donc ça, c'est des informations épidémiologiques du réseau Réa-Raisin, donc Nord, Île-de-France et d'autres réanimations. Et là, on voit effectivement, quand on reprend le cumul des entérobactéries, donc coli le plus fréquent, puis Klebsiella de nouveau, puis Enterobacter cloacae au sein d'une diversité d'autres entérobactéries, on est effectivement sur quand même 39, presque 40% d'entérobactéries, dont 5,8% en réanimation. On est un peu au-dessus du national, c'était dans des hémocultures, et Pseudomonas qui a 19,4. Le SARM n'est pas le problème. L'efficacité des campagnes d'utilisation de solutés hydroalcooliques, des mesures d'hygiène, le SARM n'est pas la préoccupation essentielle dans les pneumonies acquises en réanimation, ventilées ou non. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la sensibilité de ces entérobactéries qui doivent nous préoccuper? Là, on repart dans les données de l'ONERBA. Donc, si on regarde le coli, clairement, l'amoxiclave, c'est un risque, si on s'en sert tout seul, hein, avec 28,4% de résistance. Par contre, gentamicine, céfotaxime, on est tout à fait dans l'ordre de l'utilisable. Si on regarde Klebsiella pneumoniae, c'est un peu plus difficile, où là, c'est l'amicacine qui conserve une sensibilité. On est un petit cran en dessous avec la gentamicine, et clairement, on a un problème avec les C3G. La céfotaxime, chef de file. Cloacae, ça ressemble beaucoup à Klebsiella pneumoniae, avec une conservation de sensibilité de l'amicacine, la genta déjà un cran en dessous, et des fortes résistances, donc 41, presque 42% de résistance au C3G, céfotaxime. Et donc c'est ce qu'on voit ici récapitulé, où on voit la diminution de sensibilité au céfotaxime, donc entérobacter ça plonge, Klebsiella ça plonge, et même coli c'est encore à peu près utilisable, et Proteus c'est le gentil, lui il est toujours encore sensible à peu près à tout. Et au sein de ces entérobactéries, il y a une part grandissante, donc effectivement, d'entérobactéries avec des bêta-lactamases à spectre étendu, donc avec un champ de résistance qui prend d'emblée les C3G et parfois qui va plus loin, avec notamment Klebsiella, Enterobacter et un petit peu moins Escherichia coli. Donc ça, c'est effectivement un des problèmes. Si on regarde 200 souches françaises de BLSE en collection et on regarde leur profil de sensibilité, là on se rend compte qu'effectivement c'est ce qu'on disait, l'amicacine conserve mais peut-être un petit peu un cran moins, la gentamicine c'est clairement pas l'aminoside de choix pour les BLSE, les BLSE, et même une céphalosporine antipseudomonale, donc on aurait tendance à prescrire en probabiliste sur le PIO si on a des facteurs de risque. En tout cas pour les BLSE, lui c'est complètement à côté. La piptase c'est pas terrible et par contre on a encore une efficacité à peu près impeccable des PNM. Donc, pour résumer sur ces profils de ce à quoi on a affaire, les entérobactéries, on a un problème avec les C3G tout seul, on a un problème de sélection de l'aminoside, C3G genta, c'est pas forcément ça qui va nous sauver avec les BLSE, ou alors aller vers l'amicacine qui est déjà poussée un peu, et évidemment, c'est quand même le domaine d'utilisation, en tout cas sans risque des PNM. Si on regarde PIO, spécifiquement à côté, on a dit que l'autre problème c'était Pseudomonas. Le Pseudomonas, c'est Cefta amiclin, clairement tout à fait utilisable. Les PNM aussi, mais les PNM, il y a des problèmes de résistance à l'imipénem, pas moins au méro. Là, l'ONERBA ne regarde pas les antibiogrammes
au méroPNM. Et par contre, un problème, donc, on est toujours à peu près entre 7 et 10% de multirésistants qui prennent uréidopénicilline, ceftazidime, qui est normalement l'antipseudomonal de choix, et imipenem. On a vu que ça pouvait poser problème. Ça, c'est dans le réseau Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a un problème avec l'imipenem, éventuellement, qui n'est pas 100% aussi efficace, le méro plus efficace, peut être rattrapé par l'amicacine. La ceftazidime, excellent, mais il faut faire attention tant qu'on n'est pas à peu près vraiment dans un pari fort du Pseudomonas à l'exclusion, parce que ce n'est pas une céphalosporine très active sur les entérobactéries. Donc entre entérobactéries et Pseudomonas, on n'a pas un cocktail parfait, si ce n'est méroPNM, amicacine. C'est difficile d'imaginer, par contre, dégainer méroPNM, amicacine à tout bout de champ. Du coup, est-ce qu'on peut raisonner en facteur de risque de résistance? C'était déjà suggéré dans les RFE. Est-ce qu'il y a un facteur de risque de BLSE avant d'arriver en réanimation? Donc ça, c'est une méta-analyse des grosses études qui ont cherché à répondre à cette question-là. Et donc effectivement, en facteur de risque, on retrouve l'antibiothérapie préalable, sélection. Donc ça, c'est pas étonnant. Donc qu'il s'agisse de toute antibiothérapie, c'était un peu mal précisé dans cette étude-là, avec quelque chose qui va un peu dans tous les sens. Antibiothérapie dans l'année, ça part un peu des deux côtés aussi de risque relatif au-dessus ou en dessous de 1. Ça devient plus fort quand on est antibiothérapie dans les 3 mois. Dans les 3 mois qui précèdent l'admission en réanimation. Et évidemment, si on commence à mélanger tout ça, globalement, l'antibiothérapie est un facteur de risque, l'antibiothérapie préalable. L'hospitalisation préalable, c'est un peu pareil. On est dans des odds ratios qui se baladent un peu dans tous les sens, sauf s'il s'agit d'une hospitalisation récente, dans les 6 mois. Et quand on prend tout mélangé, c'est-à-dire le concept dans toutes ces séries-là d'hospitalisation préalable et qu'on en fait une méta-analyse, c'est quand même un facteur de risque. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque spécifiques de Pseudomonas? Non, ils ne sont pas spécifiques de Pseudomonas. Et ce qu'on retient, ça, c'est la conférence de consensus de prise en charge des pneumonies acquises à l'hôpital et sous ventilation mécanique des USA. Et eux avaient fait leur petite méta-analyse. Et donc, si on regarde les facteurs de risque pour le Pseudomonas multirésistant, on tombe sur quoi? On tombe sur l'antibiothérapie intraveineuse dans les 3 mois qui précèdent. Donc là aussi, on est sur finalement un facteur de risque commun. Ce patient a eu sa cure d'antibiothérapie pour sigmoïdite dans les 2 mois, donc on est bien dans les 90 jours, dans les 3 mois qui précèdent l'admission en réanimation. Sa pneumonie se déclare à 7 jours, on est dans les tardives, donc là on est à la fois dans des tardives et à la fois dans des facteurs de risque de BMR ou de Pseudomonas. Et donc là, effectivement, même une RFE qui cherche à être un peu militante ne peut pas faire autre chose que de recommander en molécule pivot une bêta-lactamine active contre Pseudomonas, donc Cefta, on a dit, ça c'était maître, le Cefepime aussi, très actif, et piperacine tazobactam à condition d'être dans les fourchettes hautes de doses administrées pour conserver une certaine sensibilité, et en y associant, pour éviter les problèmes qu'on peut avoir éventuellement avec un Pseudomonas individuel ou une bactérie individuelle de problèmes de spectre, en y associant, là aussi, encore une fois, l'aminoside le plus efficace contre Pseudomonas, qui est l'amicacine. Vous verrez, là j'ai caché un petit truc et on verra après. Donc là on prend le même, lui il est assez particulier, celui-là. Il a voyagé en Asie du Sud il y a 2 mois. Il est hospitalisé pour une péritonite sur perforation du sigmoïde, qui a été traité par tazociline pendant 7 jours, et il est admis au 7e jour en réanimation pour fièvre, expectoration purulente, toujours, et il n'est pas spécialement grave. La radio montre même image de foyer. Et à l'écouvillonnage rectal d'entrée, il a un Escherichia coli BLSE. La question est-ce que ce patient a des facteurs de risque de BLSE? Déjà. Oui, même si l'écouvillon, on n'avait pas encore le résultat, oui, on va voir ça. Et est-ce qu'il faut tenir compte de l'écouvillon à BLSE pour traiter cette pneumonie? C'est-à-dire, est-ce qu'on pense que parce que l'écouvillonnage rectal est positif à BLSE,
que ça augmente les chances d'avoir une pneumonie positive avec des prélèvements respiratoires positifs à BLSE et qu'il faut par conséquent couvrir les BLSE ou chercher de manière probabiliste à couvrir les BLSE dans ce contexte. Qui lève la main pour oui? Oui. Qui dit non? Et donc le reste, c'est ne sait pas. D'accord. Encore une fois, il ne faut pas imaginer que dans des informations comme ça, on est dans des informations à niveau de preuve d'énormes études randomisées qui vous disent blanc-noir. On est sur des petites séries, des études épidémiaux, des méta-analyses de petites séries au mieux, quand on a des informations. Donc attention à prendre toutes ces choses-là comme des outils. Donc ça, c'est une belle étude dans le Lancet Infectious Diseases qui montre qu'effectivement le voyage, même si on n'avait pas fait l'écouvillon rectal, en tout cas ce patient pouvait être considéré comme étant hautement à risque d'avoir acquis une BLSE en faisant son voyage, parce que, ce risque au niveau mondial, là, on le voit hein, dans tout l'hémisphère sud et est, on est entre 34% et quand on est en Asie du Sud, type Inde, on est jusqu'à 75%. Et les facteurs de risque, c'est d'avoir réussi à modifier sa flore pendant qu'en plus qu'on était dans une zone où on pouvait acquérir les bactéries, c'est-à-dire avoir eu une antibiothérapie pendant qu'on était en voyage dans ces régions, avoir eu des symptômes qui sont une manifestation d'avoir modifié sa flore pendant qu'on était en voyage, donc une diarrhée du voyageur pendant ou juste après, d'avoir une flore déjà modifiée avant même qu'on aille en voyage, c'est-à-dire avoir une maladie chronique intestinale, les MICI. Et alors là, ça c'est terrible pour moi qui adore bouffer en voyage, ne jamais manger la nourriture de rue, c'est pas spécialement à risque. Occasionnellement, on grimpe, et tous les jours, régulièrement, là, on grimpe encore plus. Donc, mauvaise nouvelle pour les amateurs de street food en Asie du Sud, et notamment en Asie du Sud-Est, ça c'est très triste. Et qu'est-ce qui se passe là? Quel est le degré de portage? Donc, chez ceux qui étaient porteurs, c'est le dépistage, ce portage persiste, et alors il persiste au moins là pendant le premier mois, colonisation médiane, en médiane, là on est quasiment à la médiane, à peu près à la moitié des patients sont encore colonisés dans leur tube digestif dans les 30 jours, et il faut attendre effectivement plus de 12 mois pour qu'il n'y en ait plus aucun. Ça diminue quand même, heureusement, on rétablit notre flore, et il y en a certains qui étaient colonisés de manière intermittente, c'est-à-dire de temps en temps on ratait, de temps en temps plus tard quand on redépistait, on retrouvait. Donc c'est un facteur de risque. Après, il y a aussi toute une série de craintes sur les patients institutionnalisés, typiquement en EHPAD. Donc ça, c'est avec des séries qui en rapportent énormément, d'autres qui en rapportent moins. Donc ça, c'est en regardant des EHPAD en Rhône-Alpes et en regardant les profils des colis qui ont été isolés. Et dans les colis qui ont été isolés, donc en dehors du fait que, bien sûr, il y a une forte résistance à l'amoxiclave, ça on avait déjà vu, quand même, il y a à peu près 12% de colis BLSE. Donc oui, c'est un facteur de risque s'il s'était agi d'un patient qu'on accueillait à partir d'une EHPAD. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque si notre patient n'était pas venu avec des facteurs de risque, était rentré en réanimation, n'avait pas un écouvillon positif forcément à l'entrée? Quels sont les facteurs de risque d'acquérir, de développer, de sélectionner une BLSE en réanimation? Donc là, c'est l'exposition à des sélectionnants, c'est-à-dire l'exposition soit à des associations bêta-lactamine inhibiteurs de bêta-lactamase, augmentant clavulanate, amoxicilline clavulanate et piperacilline tazobactam, on verra après, ou l'exposition au PNM. Et là aussi, avec surtout, là on n'a même pas besoin d'attendre le cumul, dès qu'on est dans certaines études sur les BLSE, on est déjà sur des risques relatifs assez élevés. Ça correspond à quoi? Combien de nos patients en réanimation sont effectivement colonisés? Ça c'est Réa Raisin, donc ça ne va pas plus loin que 2015, ils mettent quand même quelques années à analyser les résultats. Et donc on est quand même à peu près 8% de prélèvements positifs à entérobactéries BLSE, dont un tiers, grosso modo, ont été acquises en réanimation. C'est en augmentation. C'est en augmentation notamment phénoménale pour la positivité des BLSE.
Alors, si on regarde ceux qui nous font très peur, c'est-à-dire ceux qui sont résistants au carbapénème, donc avec des entérobactéries productrices de carbapénémase, on a beau dire que c'est plus de 200%, oui, d'accord, c'est plus de 200%, mais on reste à 0,3%. Donc ça, c'est pas quelque chose qui peut nous terrifier de manière probabiliste. Ça, c'est quelque chose qui passe ensuite à une crainte une fois qu'on a une documentation réelle. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cet écouvillon? Quel est le rapport entre la colonisation digestive, écouvillon positif, et le fait de développer une infection pulmonaire? Donc ça, c'est une étude de Carbone dans Annals of Intensive Care, où ils ont étudié chez les patients, finalement, les écouvillons, les prélèvements respiratoires, qui devenaient positifs, quand, etc. Donc on voit qu'il y a quand même encore cette dichotomie, où ils ont respecté la dichotomie un peu classique entre les prélèvements respiratoires positifs précocement ou tardivement par rapport à 5 jours, et ils ont regardé les écouvillons positifs à entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu ou négatifs dans chaque groupe. Et ils ont cherché à voir si c'était discriminant pour le fait d'avoir un prélèvement respiratoire positif, et donc dans la crainte d'une infection, est-ce que ce prélèvement respiratoire était également positif à une BLSE quand le prélèvement écouvillon anal était positif ou négatif. Donc le rapport entre les deux. Ce qu'ils observent, c'est qu'il y a une très bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire dans les deux groupes, quand l'écouvillonnage rectal bien fait avec des critères, il faut qu'il y ait un petit peu de sel visible et que ce soit envoyé dans des bonnes conditions au laboratoire avec un laboratoire qui fait bien les choses, etc. Ceci étant dit, quand ça c'est négatif, la probabilité d'avoir une infection pulmonaire avec un prélèvement positif à BLSE est très faible. Ça écarte cette crainte-là. Donc l'écouvillon, et le résultat d'écouvillon, pour les jours qui suivent quand on a le résultat, peut servir à écarter. Est-ce qu'il peut pour autant servir à affirmer? Bof. Bof. La valeur prédictive positive, c'est l'inverse, c'est-à-dire le fait d'avoir un prélèvement respiratoire positif à entérobactéries BLSE quand l'écouvillon rectal est positif, ça, c'est quand même très faible aussi. Donc on ne peut pas dire oui à coup sûr. C'est peut-être un facteur de risque, mais ça n'est pas un lien direct dans le pari. Donc on peut bien s'en servir pour exclure. Après, pareil, est-ce qu'il y a quand même ce risque? Est-ce que ce risque existe quand même? Donc ça, c'est encore une étude française avec une longue cohorte prospective. Et donc 13% ont développé une pneumonie nosocomiale et 43% de ces 13% entérobactéries BLSE. Ils ont cherché en multivarié à voir les facteurs de risque. Et donc les facteurs de risque, c'est effectivement d'être colonisé préalablement à Enterobacter cloacae ou Klebsiella pneumoniae. Quand même. Enterobacter Klebsiella, on l'a vu dans notre top 3. Dans notre top 3, c'est les top 2 de plus fréquemment BLSE que coli quand même. Donc c'est un facteur de risque. On ne peut pas faire le lien direct, mais c'est un facteur de risque indéniable. C'est un facteur de risque indéniable quand on regarde ça en méta-analyse. L'étude qu'on vient de voir, elle est ici, avec 3 autres études. Et avec ces 3 autres études, le risque relatif d'avoir une infection à BLSE quand on est déjà colonisé, eh ben, quand on utilise cette méta-analyse-là, ça peut aller jusqu'à 49%. C'est énorme. Facteur de risque. Ce n'est pas pour ça qu'il y a un lien diagnostique certain. Dernier élément, est-ce que ça a un impact, ça? Est-ce que le fait d'être colonisé préalablement, ça a un impact sur l'infection et son devenir? Non, quand évidemment il ne s'agit que d'un portage. Donc un patient qui est que porteur et qui n'a pas de stigmate d'infection, non. Et à l'inverse, si c'est un portage et avec une infection pulmonaire à entérobactéries BLSE prouvée, là oui, il y a éventuellement une surmortalité évidemment parce qu'on augmente le risque d'inadéquation entre l'antibiothérapie et le pathogène en cause. Et donc là, je démasque ce que j'avais masqué tout à l'heure, puisqu'on n'était pas dans le topic facteur de risque de BMR et notamment d'entérobactéries BLSE. Donc effectivement, dans une pneumonie
acquise sous ventilation mécanique ou hospitalière en réanimation tardive, donc au-delà des 5 jours, ou, c'est où? Moi j'ai fait du tardif mais c'est tardif où? Avec des facteurs de risque de BMR, comme chez ce patient, hein, n'importe quelle version, c'était le patient qui avait eu une antibiothérapie préalable, ou ce patient qui revenait de voyage dans une zone à risque, ou, et là on le voit ici aussi, 6 portages, c'est-à-dire on peut y aller, mais si on a des arguments qui augmentent vraiment le risque, avec des vrais facteurs de risque, et notamment une colonisation anale par BLSE, là, on engage plutôt à aller vers les PNM. Alors, ça peut se débattre aussi. Par exemple, là c'est un algorithme proposé par Jean-François Timsit, qui n'est pas le dernier en matière de pneumonie acquise sous ventilation mécanique et de BLSE. Là on voit que finalement, dans les carrés rouges, là, include SBL, PE, ne tenir compte finalement des BLSE, de la colonisation par BLSE, ou même de tenir compte de BLSE dans le spectre, uniquement, à chaque fois, le rouge, là, ça correspond à yes, 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 pour la question choc septique. Donc là, tenir compte des BLSE uniquement pour les graves. Et le seul cas de figure où le non grave, il suggère d'en tenir compte, c'est lorsque, effectivement, il y a éventuellement, dans des tardives ou alors dans un service avec plein de BLSE partout, une grande prévalence de BLSE, un patient préalablement colonisé à BLSE, mais donc soit il traitera le deuxième épisode, mais pas le premier, ne tiendra pas compte du premier épisode à BLSE, ou alors on est vraiment dans du très haut risque, c'est-à-dire non seulement on est du tardif ou entouré de BLSE dans le service et portant du BLSE, et en plus a déjà eu une antibiothérapie, même si pas en choc septique. Donc voilà, il y a des attitudes qui peuvent être plus ou moins restreintes. Et évidemment, on l'a vu, puisque le traitement de référence des BLSE pour l'instant, c'est les carbapenem, la colonisation BLSE va pousser à une utilisation probabiliste de carbapenem, même quand on n'est pas face à une infection BLSE in fine. Et donc là, dans cette série-là, évidemment, là, c'est à bon escient. Les patients qui ont fait une infection à BLSE, on imagine bien qu'on va utiliser plus fréquemment des PNM. Et là, c'est les patients qui étaient colonisés, qui, à la fin, n'avaient pas d'infection à BLSE. Et en fait, on se rend compte qu'on utilise 3 fois plus de carbapenem chez eux que chez les patients non porteurs de BLSE. Donc, en fait, on a déjà ce comportement de « c'est un facteur de risque, il faut que j'en tienne compte ». Et on va vers les PNM. Donc ça engage quand même une grande consommation de PNM. Alors les BLSE, là on a beaucoup dit le mot. Donc par rapport aux bêta-lactamases naturelles constitutives des entérobactéries, là vous voyez que le triangle des S, quand même, il va assez loin. Et on est simplement en train de monter à partir des pénicillines vers les pénicillines avec inhibiteurs, vers les uréidopénicillines avec inhibiteurs et les C1, 2, 3, 4G. Finalement, avec les céphalosporines, là, ce n'est pas le problème. Et dès la première vignette, on a mis céphalosporines de 3e génération. Notre problème, ce n'est pas les constitutives, notre problème, c'est les acquises. Celles qui sont transférées, notamment qui sont le sujet d'épidémie. Là, vous voyez que le tableau il vient de se transformer beaucoup plus en rouge. Il y a une vague rouge de R, de résistants, et notamment les BLSE, on est dans les R habituels pour les C3G, et parfois rattrapés avec l'association d'une C3G d'un inhibiteur de bêta-lactamase, parfois S pour une C4G, parfois S pour l'astréonam, et en tout cas tout ce qui reste finalement très sensible jusqu'au BLSE, c'est les carbapenem. Après, le problème des carbapenem, c'est sur des carbapenémases, comme leur nom l'indique, KPC, les VIM, NDM qui nous viennent d'Inde, et OXA48 qui sont sujets d'épidémie. Donc nos problèmes, ça va être les BLSE, et en argument de fréquence en réanimation, on l'a vu, 8,3%. Ça, c'est un problème, c'est un casse-tête parce que notre molécule de recours carbapenem n'est plus efficace. Par contre, en fréquence, ce n'est pas un problème probabiliste, c'est un problème sur documentation. C'est une gamme de problèmes différentes. Donc, puisque le problème, c'est les bêta-lactamases, un spectre étendu,
Est-ce que la solution, c'est l'utilisation d'inhibiteurs de ces bêta-lactamases? Alors, il y en a plein. Les inhibiteurs de bêta-lactamase, leur but, c'est de créer un cycle bêta-lactame comme les bêta-lactamines, d'en avoir un, mais d'en avoir un qui sert de leurre, finalement, aux enzymes qui vont le lyser. Donc ça, c'est le clavulanate qu'on connaît bien avec amoxiclave, le tazobactam qu'on connaît déjà pas mal aussi avec piperacilline tazobactam, sulbactam qui est peu utilisé, et un nouvel inhibiteur de bêta-lactamase qui est l'avibactam, d'ailleurs, qui n'a pas un cycle réellement bêta-lactam, mais quelque chose qui ressemble suffisamment pour également être un leurre et être la cible à la place de la bêta-lactamine, être un cible à l'hydrolyse par les bêta-lactamases. Donc, comment est-ce que ces inhibiteurs de bêta-lactamase arrivent à rattraper le spectre et quel spectre? Donc le comment on l'a vu. Quel spectre? L'acide clavulanique, pas grand-chose. Hein. Ça vous explique que c'est pas notre sujet. Le tazobactam arrive à rattraper justement les céphalosporinases type CTXM et un peu d'autres classes. Et donc, là, ça, le but, c'est de protéger une céphalosporine. Et on ne sera pas étonné de voir après, de le voir associé avec une céphalosporine. Et le nouvel inhibiteur, qui est l'avibactam, qui, lui, a un spectre notamment intéressant parce que actif sur certaines carbapénémases et actif sur certaines dérépressions d'AMP-C chez Pseudomonas. Donc, ça, on verra. Par contre, après, c'est un casse-tête pour tous ceux qui sont disponibles actuellement sur certaines carbapénémases type OXA, notamment OXA 48. Donc les nouvelles molécules sur le marché, elles ont deux philosophies qui sont liées souvent à quelle molécule appartient à qui au départ. Mais les deux philosophies, c'est d'essayer justement d'utiliser ce rattrapage par les inhibiteurs de bêta-lactamase sur les bêta-lactamases et de rattraper la bêta-lactamine associée. Et donc on a soit une nouvelle céphalosporine, qui est à large spectre active sur le Pseudomonas, qui est le céftolozane, associé à un ancien inhibiteur de bêta-lactamase, qui est le tazobactam. Donc au lieu d'être de la piperacilline tazobactam, on prend quelque chose qui est un bon spectre, une bonne diffusion, notamment un bon spectre sur Pseudomonas, qui est une nouvelle C3G céftolozane, en l'associant au tazobactam. L'autre nouvelle molécule, là pour le coup c'est une ancienne céphalosporine à large spectre, active sur le pio, c'est notamment la céphalosporine de référence contre le pio, mais en l'associant à un nouvel inhibiteur de bêta-lactamase pour rattraper et maintenir son effet même en présence de bêta-lactamase à spectre étendu. Donc ça, c'est les philosophies. Ça a été réalisé, ça a été mis sur le marché à peu près aux US vers les 2015 et avec des AMM en France entre 2015 et 2016. Et si on regarde les activités, si on prend les activités du premier couple, céftolozane, donc nouvelle céphalosporine, tazobactam, contre des entérobactéries BLSE respiratoires. Si on regarde là, c'est cette colonne ici, donc BLSE, on voit qu'on remonte considérablement par rapport à ceftazidime toute seule, par rapport à cefepime aussi. On retrouve des activités avec une bêta-lactamase particulière SHV qui pose problème, et après l'autre problème, c'est les KPC. Voilà, il y a un problème de décalage. La zone rouge là, vous voyez, c'est les carbapénémases. Carbapénémases là qui ont un profil absolument inquiétant. Quelle est l'efficacité sur Pseudomonas? On a fait BLSE. Donc ça, c'est une collection de 1000 souches américaines où on voit que certes, les bêta-lactamines de référence contre Pseudomonas, donc cefepime, ceftazidime, piperacilline tazobactam et meropenem, alors en monothérapie, marchent moins bien, en tout cas un moins bon profil de sensibilité que céftolozane tazobactam. Par contre, ne faites pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire. Si vous commencez à vous en servir, en tout cas en boîte, comme vous en servez en réalité, c'est-à-dire en associant avec éventuellement la ciprofloxacine, mais notamment en l'associant avec un aminoside, là on retrouve des profils de sensibilité qui sont tout à fait corrects. Et c'est vrai également pour
le profil de sensibilité de souche respiratoire. Ça, c'est pas toute souche, ça c'était toute souche, ça c'est souche respiratoire, pardon. Et donc, y compris dans ce qu'on a isolé à partir de pneumonies acquises sous ventilation mécanique ou hospitalière. Donc, Ceftolozane tazobactam, là, où effectivement, à lui tout seul, a un très bon profil de sensibilité là-dessus et équivalente, ou en tout cas non inférieure en in vitro, aux associations qu'on va utiliser réellement en clinique. Si on prend l'autre, donc la ceftazidime, qu'on connaît bien, C3G antipseudomonal, associé à un nouvel inhibiteur de bêta-lactamase. Tableau chiant à lire, hein, c'est un tableau de microbiologie avec les CMI, donc c'est pour ça que j'ai cherché un peu à vous le traduire. Si on regarde là, on a une récupération d'activité qui était médiocre ici pour les entérobactères, Cloacae notamment, et on retrouve une pleine activité. On a une récupération contre les colis, y compris les BLSE, y compris hyperproducteurs d'AMP-C. On a une récupération d'activité sur les Klebsiella pneumoniae complète, y compris pour les BSE, y compris pour les KPC. C'est ça quand même assez exceptionnel et très intéressant, puisque là, les carbapenem ne marchent pas. Et sur Pseudomonas, un petit peu moins brillant, mais quand même une récupération donc en général du Pseudomonas, qui était un peu médiocre avec la ceftazidime seule, hein, pas aussi brillant que ça, et une récupération de ceux qui ont une hyperproduction d'AMP-C par dérépression. Et sur les multirésistants, complètement multirésistants, là on voit que c'était déplorable, on a quand même une récupération tout à fait honnête. En n'oubliant pas que c'est totalement inefficace contre Burkholderia, ça c'est pas notre problème, mais inefficace contre Acinetto et sur Bacteroides aussi. Donc ça c'est joli, c'est dans de la boîte, c'est de la microbiologie. Quelle est l'efficacité de ces nouvelles bêta-lactamines inhibiteurs de bêta-lactamase, les blibli, là, comme l'abréviation anglo-saxonne. Donc là, c'est la méta-analyse. Tout ça, c'est des études d'AMM. Hein. Là, c'est les vraies grandes études d'AMM qui ont permis donc la mise sur marché. Et c'est des études de non-infériorité. Donc même si à un moment, vous voyez parfois sur le côté méta-analyse là, en faveur de la nouvelle molécule, ce n'est pas des études qui étaient statistiquement faites pour montrer la supériorité. Ça veut juste dire qu'au moins, c'est pas pire que la molécule de référence. C'est vrai pour les BGN aérobies, encore une fois, ce n'est pas des molécules qui ont un spectre sur les anaérobies. C'est vrai pour Escherichia coli, c'est vrai pour Klebsiella pneumoniae tout juste. C'est pas tout à fait forcément vrai sur Pseudomonas. Par contre, quand on prend le tout, on dit que c'est à peu près vrai, en tout cas la non-infériorité. Là, éventuellement, c'est vrai, en tout cas pour les études d'AMM, parce que, en tenant compte des bornes de non-infériorité, c'est vrai. Pardon. Si on regarde que les BLSE, là on a regardé souche, espèce, si on regarde que les BLSE, est-ce que ça reste vrai? Oui, ça reste vrai en ne regardant que les BLSE. Si on regarde par rapport aux molécules auxquelles ces nouvelles bêta-lactamines inhibiteurs de bêta-lactamase ont été comparées dans ces études d'AMM. Donc, ça reste, donc ça ne traverse pas franchement de l'autre côté, ça reste vrai pour le méropenem, contre le méropenem plutôt, même si on a l'impression quand même avec le méropenem, il y a quand même une tendance. Ça, c'est carrément vrai pour le doripenem, ça reste vrai pour l'imipenem et carrément vrai contre l'évofloxacine. Globalement, pour toutes ces études d'AMM, il y a un meilleur succès clinique, quel que soit le comparateur. Et c'est bien pour ça qu'elles ont eu l'AMM, c'est qu'elles sont au moins pas pires que les comparateurs standards. Vous voyez que ce n'est pas des comparateurs imbéciles comme on a pu avoir à une certaine époque. Là, on est quand même avec du méropenem, de l'imipenem. Voilà, on a une évolution. Est-ce que c'est vrai en succès clinique par rapport aux différents sites infectés? Donc c'est vrai pour les infections intra-abdominales, en sachant que c'est des études d'AMM. Donc infection intra-abdominale, ce n'est pas la péritonite gravissime en choc septique, c'est les appendicites compliqués en fait. Et est-ce que c'est vrai pour les infections urinaires? Oui, en cumulé c'est vrai. Cette méta-analyse ne tient pas compte, en tout cas pour ceftazidime avibactam, d'une étude d'AMM pour les PAVM. Donc ça reste vrai aussi pour les PAVM, et c'est en cours d'être publié pour, j'espère, pour le ceftolozane tazobactam, également pour les PAVM. Est-ce que tout ça, c'est au prix
de plus d'effets indésirables. Si ces molécules ont eu l'AMM, vous imaginez que non, mais ça c'est un résumé donc, des études. Il n'y a pas plus d'effets indésirables dans les études d'AMM de ces nouvelles molécules. Alors, on comprend, elles ont été mises sur le marché, elles sont là, elles sont disponibles. Par contre, juste pour introduire quelques concepts, ces dernières années, on a modifié notre utilisation des bêta-lactamines. On les a modifiées pourquoi? On les a modifiées parce que le paramètre d'efficacité des bêta-lactamines, c'est le temps pendant lequel on a des concentrations qui sont X fois au-dessus de la CMI. Quand on fait des administrations répétées, on n'a que ces petits bouts répétés au-dessus de la CMI. Et si vous voulez prolonger le temps au-dessus de la CMI et donc avoir un paramètre, une utilisation plus optimale de vos bêta-lactamines, vous avez deux solutions. Vous pouvez soit faire ça beaucoup plus fréquemment, donc vraiment pluriquotidienne pour avoir plein de petits temps au-dessus de la CMI. Trois solutions, pardon. Vous pouvez prolonger sur plusieurs heures l'administration plusieurs fois par jour. Ça, c'est l'exemple typique de piperacillin tazobactam. Ou alors, vous pouvez, mais il ne faut pas rater le coup de la charge, vous pouvez monter en concentration avec une charge et maintenir cette concentration avec une perfusion continue. Donc ça, c'est l'optimisation. Est-ce que cette optimisation marche? Oui, c'est ce qui nous a valu l'administration de perfusion prolongée de piperacillin tazobactam, avec une méta-analyse qui montre vraiment, là on est en guérison clinique, ce n'est pas juste éradication microbiologique avec en faveur. Est-ce que c'est vrai sur la mortalité? Oui, c'est une des rares concept où on transforme juste l'utilisation, même dose de piperacillin tazobactam, on l'administre en prolongé plusieurs fois par jour, donc sur 4 heures, 3 fois par jour, et là on transforme la mortalité, juste en changeant la manière d'administrer l'antibiotique. C'est vrai aussi quand on considère les bêta-lactamines globalement. Alors d'accord, il y avait beaucoup plus de piperacillin tazobactam, mais il y avait aussi du meropenem, et donc là aussi, on a un signal en faveur des perfusions prolongées. Donc là, le meropenem sur 3 heures, également pour la mortalité. Donc, et en guérison clinique et en mortalité pour bêta-lactamine et penem. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces nouvelles molécules? On n'a pas d'infos pour l'instant, pas réellement. Encore moins d'études cliniques pour le montrer. Et ça, c'est une simulation, c'est ce que les microbiologistes et pharmacos aiment bien faire, une simulation de Monte-Carlo. Ils prennent les CMI d'un pool énorme de souches qu'ils ont isolées. Ils font une simulation PKPD par ordinateur avec des doses et les informations PKPD qu'ils ont à propos de patients à partir d'une étude PKPD. Ils mélangent ça dans un ordinateur, ils font toutes les possibilités en fonction de la clairance de la créate, en sachant que de nos jours, un patient qui est en choc et dont les reins ne sont pas encore flingués à cause de l'hyperdébit cardiaque a tendance à plutôt être en hyperclérance, donc à avoir des clérances rénales supranormales. Et en fonction évidemment des CMI, donc plus la CMI est élevée, plus on a de chances de se planter, ici avec des doses normales et des administrations normales. Et vous voyez qu'en plus, si le patient il est en hyperclérance, c'est-à-dire en train d'être en hyperdébit cardiaque et pas encore avoir eu éteint ses reins, on a toutes les chances de se planter, même avec de ceftoxolane tazobactam. Et que finalement, si on simulait, on aurait intérêt, à en monter en dose, comme avec la piperacillin tazobactam, et 2, éventuellement, à faire du continu. Mais on n'a pas les informations pour le dire pour l'instant. Du coup, je n'ai pas la réponse encore. Et qu'est-ce qui se passe si on fait tout simplement du penem amikacine? Si je reprends le tableau de tout à l'heure, les sensibilités donc des entérobactéries productrices de BLSE, regardez, on est au-dessus de 95, on est même parfois à 100 tout le temps pour le meropenem. Sauf, bien sûr, producteur de carbapénémase. Là, la carbapénème, elle est à côté. Et si vous regardez l'amicacine, c'est pareil. Et on a même 50% sur les KPC. Donc vous imaginez bien que méro ou méro-amicacine, là, on est dans quelque chose qui est indiscutablement un profil favorable. Et si on reprend l'étude qu'on a regardée tout à l'heure, méro associé à un aminoside, on est tout à fait dans le profil même aussi bon que sur les souches totales et respiratoires que le ceftoxolane tazobactam. Petit bémol sur les penem, qui ne touchent pas le méro.
Donc, en 2016, quand les Américains ont voulu faire leurs recommandations sur les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, ils ont, eux, fait, tant mieux, je n'ai pas besoin de le refaire, une méta-analyse sur les PNM et sur les molécules, etc. Et dans cette méta-analyse, quand ils regardaient les PNM versus autres, eh ben, il y avait un risque relatif d'échec, donc en dessous de 1, là, avec 6 essais randomisés, et un risque d'échec microbiologique aussi. Ça n'était pas vrai pour le méroPNM. Ça reflète juste quelque chose qu'on a dit un peu au début avec l'épidémiologie. Attention à l'imiPNM par rapport au méroPNM quand on est en train de dire PNM dans les pneumonies versus les entérobactéries et versus le PIO. Alors quel est le risque de faire du tout PNM? Ça a l'air d'être tout bénef pour l'instant. Le risque c'est celui-ci. Le risque il est commun à toutes les bêta-lactamines. C'est le risque de sélection au sein du microbiote et altération du microbiote. On sait maintenant que le microbiote intestinal normal, c'est une écologie complète de bactéries. Il y a des commensales, il y a quelques pathogènes qui traînent là-dedans. Il y a surtout des symbiontes donc, qui partagent avec nous en métabolisme et qui régulent l'immunité. Ce que l'antibiothérapie va faire, va éradiquer les bactéries sensibles. Et là, on ne fait pas dans la dentelle. On a dit qu'on mettait des antibiotiques qui sont justement efficaces contre les grammes négatifs et donc justement efficaces sur les sensibles au sein de ce microbiote. Du coup, ça va laisser la place aux bactéries résistantes. Donc déjà, on va avoir une sélection de résistance. Et le pire qui puisse arriver, c'est si également ça sélectionne des résistants qui sont également des pathogènes. Au total, on sélectionne les résistances et on va aussi altérer les fonctions de ce microbiote normal, c'est-à-dire on va altérer le métabolisme et on va surtout altérer l'immunité. Ça, on le sait, mais par contre, on n'arrive pas bien à le préciser. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Dès la pénicilline, très peu de temps après, émergence de résistance. Et si on va à l'autre extrémité et qu'on est dans les nouvelles molécules, dès la mise au point des nouvelles molécules et leur introduction, quelques années après, il y a déjà les cas cliniques et les petites séries pour l'émergence de résistance. Ça, c'est inévitable. Mais est-ce que certaines molécules sont plus sélectionnantes que d'autres? On a malheureusement pas mal d'arguments dès le début des années 2000 pour dire que dans le top des molécules qui induisent un risque relatif élevé donc de sélection d'antibiotiques après l'utilisation de cet antibiotique, c'est quand même les PNM qui sont au top. Les fluoroquinolones juste derrière, puis les CS3G, et c'est pas que c'est non sélectionnant, mais moins sélectionnant, notre petite amoxicilline clavulanate, mais à durée limitée. On retrouve ça versus le pseudomonas aussi, donc sélection de pseudomonas résistants, oui. Si on va utiliser du tout PNM et notamment du méroPNM, on va avoir un risque relatif élevé de sélection et d'émergence de résistance à pseudomonas. C'est moins vrai pour l'ertaPNM, hein. Cette courbe un peu platouille par rapport à la courbe linéaire. Là, c'est pour démontrer la différence entre l'émergence de résistance à l'imiPNM après ERTA ou après imiPNM. L'ERTA est quand même moins sélectionnante puisque son spectre est pas actif, moins actif sur le pseudomonas, évidemment. Et donc, chez les patients colonisés, le carbaPNM, évidemment, va sélectionner, là aussi, augmenter la sélection de pseudomonas. Si on reprend la méta-analyse des recommandations américaines de tout à l'heure, eux aussi, quand ils ont revu toutes ces études, ils ont montré qu'il y a une émergence de résistance si on utilise les PNM. Et cette émergence de résistance, évidemment, elle est proportionnelle aussi au taux de résistance que vous avez dans votre service. Donc, par exemple, émerger une résistance chez un patient, il va falloir traiter 125 patients dans cas de faible résistance, 2%. Si vous êtes dans un service qui a 10% de résistance ou dans l'hôpital, il suffira d'en traiter 25 pour voir apparaître encore des résistances. Donc, les choses qui restent totalement inconnues, vraiment, c'est comment on peut optimiser les nouvelles bêta-lactamines inhibiteurs de bêta-lactamase. On pense qu'on peut. Et surtout, on n'a aucune idée de comment elles marchent versus, actuellement, maintenant, on utilise les bêta-lactamines de référence, on les utilise de manière optimisée. Donc, les études d'AMM, c'est une chose, mais les études versus les bêta-lactamines actuelles optimisées, on n'en sait rien. On n'en sait rien non plus de à quel point, par rapport au carbaPNM, elles induisent des résistances. On imagine un petit peu moins, mais ça, c'est par analogie. On n'a pas beaucoup de données
sur comment elle se place par rapport à des anciennes molécules qui sont réutilisées, comme la thémocyline et la tigécycline. Si on retournait dans ce tableau-là, là, la tigécycline est très efficace, autant que les carbapénèmes sur les entérobactéries BLSE. Et elle est un peu en train d'être réhabilitée même dans le poumon, mais on n'y est pas, parce que dans l'étude PAVM, elle avait montré une surmortalité. Donc en conclusion, première conclusion, voilà, surtout des questions posées, j'ai pas la réponse. Comment il faut utiliser ces nouvelles molécules? Est-ce qu'il faut carrément les utiliser en probabiliste sur les infections graves pour moins utiliser de PNM? Le risque, c'est d'avoir une émergence très rapide de résistance à ces nouvelles molécules qui ont quand même l'air utiles. Est-ce qu'il faut les utiliser de manière ciblée? C'est-à-dire, en probabiliste quand même, mais j'ai des facteurs de risque de BLSE, donc je vais utiliser ces nouvelles molécules qui sont particulièrement intéressantes contre les BLSE. Ou alors, est-ce qu'on va les conserver? Il n'y a pas encore trop de résistance ayant émergé, et on va les conserver en utilisation de recours, une fois qu'on a l'antibiogramme, sur précisément ceux qui sont résistants à autre chose et sensibles à cela. Donc ça, c'est sûr, on va les préserver. Et par contre, ça veut dire que la corollaire de ça, c'est qu'on va continuer à utiliser les carbapénèmes à plein pot, avec les problèmes d'émergence de résistance au carbapénème. Et la dernière inconnue, et ça commence à venir, ça c'est une réunion très anesthésie, mais il y a eu d'autres réunions plus microbiologistes. Dans le milieu de la microbiologie, on commence à changer de diagnostic. Vous le vivez vous-même, vous avez des retours d'identification d'espèces déjà avant l'antibiogramme. Avant, il fallait attendre la totale, il fallait attendre que ça ait poussé, qu'on ait mis ça en boîte, qu'on ait identifié sur des gammes biochimiques, et ensuite qu'on ait l'antibiogramme. Maintenant, avec la spectrométrie de masse, dès qu'on a une culture visible, on peut la mettre dans le spectromètre de masse et on a une identification. On saura Pseudomonas, par exemple. Ça change le raisonnement. Vous avez l'information Pseudomonas rapidement, enfin, plus rapidement que dans les 3 jours, vous l'avez au bout de 24 heures ou 48 heures, ça peut changer votre comportement. Et il commence à y avoir aussi maintenant des PCR, des techniques génomiques pour détecter les gènes de résistance dans une culture. Et donc ça aussi, si d'emblée, dans l'heure, on vous dit attention, c'est un BLSE, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un BLSE. Et donc là, ça va changer votre raisonnement. Donc il y a une évolution de la microbiologie, où c'est sûr qu'on n'y est pas en routine, mais peut-être qu'on l'aura d'abord, nous, dans des patients graves de réanimation, c'est peut-être quelque chose que les microbiologistes accepteront de faire en coût-bénéfice, c'est-à-dire dans les 3 heures de nous dire BLSE, oui, non. Et là, ça change aussi la manière d'utiliser les molécules. Donc je n'ai pas encore la réponse, mais je pense que dans les 5 ans à venir, on aura quelques réponses. Donc je vous remercie pour votre attention. C'est bon ?